Débutant leur aventure au plus profond de la Terre, deux frères spirituels vont chercher leur place dans leur monde. Au travers de multiples difficultés, ils vont finir par décider, chacun à leur rythme, par lutter contre leur destin, commençant par affronter les ennemis de la surface, jusqu'à finir, à la fin, par affronter l'univers entier. Ce périple, il ne sera terminé qu'une fois les cieux transpercés. Laissez-moi vous raconter aujourd'hui l'histoire de Simon et Kamina. En 2014, quand j'ai regardé pour la première fois Gurren Lagann, j'avais déjà été impressionné par sa qualité visuelle, mais pour autant elle m'avait pas assez marqué pour que je le considère comme un de mes animés préférés. À l'époque, je pense pas que j'avais encore assez de recul sur les messages qu'on essayait de me faire passer, j'y voyais juste un concentré d'action très satisfaisant à regarder. C'est en 2017, lors de mon deuxième visionnage, que mon opinion sur lui a grandement changé. Déjà, j'avais le temps de un peu mûrir psychologiquement, mais j'avais aussi regardé les deux films qui reprennent l'histoire en la modifiant pour la raccourcir. Il est passé à ce moment-là de bons souvenirs à l'un de mes animés préférés. Mais pourquoi il m'a autant marqué? Si on me demandait ce que représente pour moi Gurren Lagann, la première pensée qui me viendrait en tête serait de dire que c'est l'animé le plus épique que j'ai jamais vu. Parce que bon, mettons-nous d'accord, des moments épiques il y en a aussi dans d'autres animés, hein. Mais est-ce que tout leur récit est concentré là-dessus? Non. Vous allez me dire, dans Gurren Lagann non plus, et je suis d'accord avec vous. Il y a pas mal de moments de mou, comme l'histoire de Roshu, l'épisode fanservice dans les onsen. Pour autant, l'univers de l'œuvre tourne quand même autour d'un récit épique. Que ce soit dans les dialogues, dans la mise en scène et surtout dans la démesure phénoménale des combats, toute l'œuvre transpire le sensationnel. Quand vous regardez Gurren Lagann, même s'il y en a plein, vous ne regardez pas seulement un animé de combat, vous regardez une épopée. Bien sûr, même si ça joue beaucoup, ce n'est pas que pour ça que j'aime cette œuvre. L'histoire en elle-même est tout aussi intéressante, même si elle peut paraître un peu secondaire pour beaucoup de monde. Mais quand on prend la peine de se pencher dessus, on peut s'apercevoir que les messages véhiculés dans l'animé se font principalement via le prisme de deux personnages qui sont les deux principaux de l'œuvre, Simon et Kamina. Si je dis Gurren Lagann, le premier personnage qui vient à l'esprit de beaucoup de monde n'est étrangement pas Simon, le personnage principal, mais Kamina. Ok, je peux comprendre. C'est un personnage inspirant et charismatique, à un point qu'il éclipse même le personnage principal, en tout cas au début. C'est le modèle typique du héros de shonen comme on l'aime, avec une détermination en toute épreuve. Pour autant, y a-t-il vraiment tant de choses à dire dessus si on ne parle pas de Simon avec? Et pareillement, peut-on parler de Simon sans parler de Kamina? Les deux sont indissociables tant leur influence est forte entre l'un et l'autre. C'est sur ce constat, voulant en premier temps faire une analyse sur Simon, que j'en ai conclu qu'il était impossible d'analyser ce personnage sans analyser Kamina avec. C'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui d'analyser les deux personnages en même temps. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous raconter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Au début de l'œuvre, Simon et Kamina vivent dans un village souterrain. Persuadés que la surface n'existe pas, les villageois vivent dans la crainte constante des tremblements de terre et travaillent à l'expansion de leur habitat. Simon est le meilleur foreur de ce village et s'est exploité par son chef pour ses capacités. Même s'il aime ce qu'il fait, il est considéré comme dégoûtant par une bonne partie des habitants. Cependant, il y a une personne qui croit réellement en lui, et cette personne c'est Kamina. Contrairement au chef qui profite de son talent ou des habitants qui dénigrent son activité, Kamina soutient Simon parce qu'il considère que le forage constitue son âme. Il n'est pas comme les autres habitants, lui n'aime pas sa vie ici et rêve de rejoindre son père à la surface. L'ayant vu étant jeune, il sait qu'elle existe. Le quotidien du village va un jour se voir bouleversé lorsqu'une sorte de tête vivante géante va tomber depuis le plafond puis commencer à les attaquer. N'ayant aucune peur, Kamina va se dresser devant cette créature mais sera impuissant. Arrivant depuis la surface, une dénommée Yoko va leur venir en aide mais sera gênée par Kamina qui ne veut pas battre son ennemi dans le dos. C'est Simon qui trouvera une solution grâce à une petite tête pilotable trouvée plus tôt dans les mines, baptisée Lagann. À bord de cet appareil, les trois compagnons feront face à leur ennemi puis réussiront à le battre, s'échappant par la même occasion des souterrains. Ayant enfin atteint la surface, Kamina et Simon apprendront que les humains vivent tous sous terre pour se protéger des hommes bêtes pilotant des gunmen, de sortes de robots géants. N'acceptant pas cette situation, Kamina volera un gunman ennemi, baptisé Gurren, afin de combattre les hommes bêtes. Afin que les humains puissent vivre librement à la surface, la team de Kamina, la Gurrandan, va affronter les hommes bêtes pour reprendre le contrôle de leur planète. Inspirés par les actions de Kamina, de plus en plus de personnes se joindront à sa cause en volant eux aussi des gunmen, jusqu'à finir par avoir une armée suffisante pour lutter contre un des généraux du roi Spiral, le roi de la Terre. Dans cette bataille où Simon était le pilier de l'opération, son hésitation fera que Kamina devra intervenir pour lui remettre les idées en place. C'est après l'avoir raisonné qu'il se fera attaquer par surprise par le général de l'armée adverse, le laissant pour mort. Désemparé, Simon perdra la raison et deviendra incontrôlable, mais se fera une nouvelle fois remettre les idées en place par un Kamina gravement blessé. N'ayant plus qu'à battre le général, les deux vont fusionner leur gunmen afin de le terrasser, sans que Simon sache que ce sera la dernière fois qu'ils se battront ensemble.
Une fois le général vaincu, Kamina, qui est en réalité aux portes de la mort, dit adieu à Simon, puis rend son dernier souffle. Le leader de la révolution vient de périr. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est nécessaire de comprendre la symbolique qu'il y a autour des souterrains et de la surface. Vous allez me dire que c'est peut-être pas si important, mais au contraire je pense que ça l'est pour comprendre la psychologie de Kamina et Simon. Vous allez voir. Lorsqu'il était jeune, le père de Kamina et lui-même montaient à la surface. Mais ne se sentant pas prêt à parcourir un monde sans plafond ni paroi, Kamina préférera retourner dans les souterrains. Quand on voit ce qu'il est devenu par la suite, on peut naturellement se demander pourquoi n'a-t-il pas voulu y aller. Pour ma part, je vois là-dedans une représentation des souterrains comme une petite bulle qui nous isole des problèmes extérieurs. La limitation est un confort, la surface représente alors la liberté qu'on doit payer au prix de celui-ci. Plus on grandit, plus cette envie de liberté se fait grande. Ce qui est intéressant à constater, c'est que Simon est en tout point similaire à ce qu'était le jeune Kamina. Lui non plus n'a pas envie de rejoindre la surface, elle lui fait peur. J'ai peur! On le voit d'ailleurs très bien lorsqu'il est en difficulté contre n'importe quelle menace. Le premier réflexe de Simon, c'est de vouloir retourner dans les souterrains. Et lui jetez pas la pierre, beaucoup d'entre nous se retrouveront un jour dans cette situation. La soif de liberté, ça parle à beaucoup de monde, mais abandonner sa zone de confort est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Cette zone, c'est un état psychologique dans lequel on est à l'aise, dans un connu qu'on sait gérer. Le problème, c'est que ce n'est pas une situation qui nous stimule suffisamment. Sur le long terme, ne pas en sortir nous donne une sensation de vide. La grande différence entre Kamina et Simon, c'est que l'un a plus de vécu que l'autre. Évidemment, c'est qu'une supposition, mais si Simon représente bien ce qu'était Kamina étant enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort, on peut y trouver une des raisons qui font que Kamina tient autant à le tirer vers le haut, parce qu'il reconnaît en Simon les erreurs de son lui passé. Il fait office de guide pour ne pas qu'il reproduise les mêmes erreurs que lui. Ok, ça on en a parlé, c'est bon. Pour continuer, on va devoir parler de l'épisode 5, donc soyez pas étonnés si je fais un petit résumé vite fait. Dans cet épisode, la Gurren-Dan tombe dans un village souterrain où vivent des villageois persuadés que la surface est un paradis et que les gunmen sont leurs dieux. Kamina essaye alors de leur expliquer que la surface n'a rien d'un paradis et que les gunmen sont leurs ennemis, mais personne ne veut le croire. Il fait ensuite la rencontre du révérend Magin, le chef de leur village, qui lui demande de ne pas éprouver la foi de ses fidèles. Kamina n'aime pas son attitude, il fait penser au chef de son village d'où il vient. Quand l'un disait aux autres que la surface n'existait pas, l'autre dit que la surface est un paradis. Dans les deux cas, ces personnes font office de figures d'autorité que personne ne remet en question. Même lorsque le village se fait attaquer par un gunman, les villageois continuent à penser que ce sont des dieux. Kamina ne comprend pas comment on peut vouloir rester dans l'ignorance lorsque les faits sont juste devant nous. Et on peut le comprendre, mais quand on se penche sur la situation des villageois, peut-on vraiment les blâmer? Connaître la vérité, c'est prendre le risque de perdre le peu de survivabilité qu'ils ont réussi à avoir. Le révérend explique d'ailleurs très bien à Rechou ce qu'il en est. Qu'est-ce que la réalité? Si elle doit anéantir le village, est-elle vraiment nécessaire? La foi que je prêche n'est qu'un instrument. C'est Simon qui le fera, peut-être pas comprendre, mais au moins réaliser que ces personnes n'ont en fait pas besoin d'eux. Via ces trois personnages, on peut entrevoir trois modèles typiques de mode de pensée. Celui du révérend qui préfère croire à un mensonge utile aux autres, celui de Kamina qui préfère connaître la dure réalité en critiquant ceux qui ne font pas ce choix, et celui de Simon qui lui aussi connaît la dure réalité mais qui comprend ceux ne voulant pas y faire face. Si vous avez quelques connaissances en philosophie, il y a peut-être quelque chose qui vous revient en tête lorsque je parle de tout ça. La situation du jeune Kamina, de Simon, mais aussi du village du révérend. Même s'il y a des différences, ça vous fait pas un peu penser à l'allégorie de la caverne de Platon? Ah, vous vous attendiez pas à voir de la philo, hein? Bon, pour ceux qui la connaissent pas de problème, Wikipédia en fait un très bon résumé. Des hommes sont enchaînés dans une demeure souterraine en forme de caverne, et le sont depuis leur naissance, de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour. Ainsi, des choses et de même, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Que se passe-t-il si l'un d'entre eux est libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie? D'abord, il sera cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter, ce qui le fera souffrir. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce qu'on veut lui montrer. S'il persiste, il s'accoutumera, il pourra voir le monde supérieur. L'homme peut alors prendre conscience de sa condition passée, il doit se faire violence et retourner dans la caverne près de ses semblables pour leur apporter sa connaissance de ce qu'il y a dans le monde supérieur. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Cette allégorie montre une opposition entre la demeure souterraine, sans lumière, et le monde d'en haut, celui où la lumière naturelle brille. Le premier lieu est celui de l'enfermement, de l'ignorance et des apparences, quand le deuxième est celui de la liberté, du savoir et du réel. Via cette allégorie, Platon invite à rejeter toute forme d'idées reçues et à se montrer vigilant sur ce qui est tenu pour vrai, et donc sur ce qui est parfois imposé comme étant la vérité. Puisque les prisonniers de la caverne représentent ceux qui préfèrent ne pas s'interroger ni remettre en cause l'ordre établi, le philosophe est alors celui qui prend le risque de partager la vérité à laquelle il a accédé. Alors, ça vous fait pas penser à quelque chose? Le monde souterrain, qui est la demeure de l'enfermement, de l'ignorance, c'est pas exactement comment sont représentés les habitants des souterrains dans Gurren Lagann?
Je veux dire, déjà pour l'enfermement, bon ok, ils sont dans un souterrain, donc physiquement parlant, on fait le lien. Mais plus qu'un enfermement physique, c'est surtout un enfermement psychologique. Leur petit monde sous terre représente leur réalité et ça leur suffit amplement. Et c'est pareil pour les habitants du village du Révérend, même si eux savent que la surface existe. Dans leur cas, ils pensent que les gunmen sont des dieux, et ne cherchent pas à le remettre en question, même quand un de ces gunmen est prêt à les tuer. Dans les deux cas, lorsque Kamina leur partage la vérité, ils refusent d'y croire. Ce qui est imposé comme étant la vérité par les deux chefs n'est pas remis en question. Le monde d'en haut présenté dans l'allégorie de la caverne est alors tout à fait similaire à ce que représente la surface dans Gurren Lagann, un lieu de liberté, de savoir et du réel. Certes, c'est un monde dangereux où ils ne sont pas les bienvenus, mais c'est dans ce monde qu'ils peuvent apprendre ce qu'ils sont vraiment. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien représenté dans la suite de l'œuvre. Alors qu'ils vivaient avec du feu, sans savoir écrire et ne mangeant presque rien dans les souterrains, ils deviennent lettrés, éclairés par l'électricité et mangeant à leur faim lorsqu'ils viennent habiter à la surface. Maintenant, réfléchissons un peu au parallèle à faire entre Kamina, Simon et cette allégorie. Simon est depuis sa naissance enchaîné au monde souterrain et ne connaît donc pas le monde d'en haut, la surface. Un jour, Kamina, qui lui connaît l'existence de cette surface, force Simon à sortir du monde souterrain. Celui-ci est alors ébloui par ce qu'il voit, mais a surtout peur. Son quotidien étant bouleversé, il ne veut pas y faire face et souhaite juste retrouver son confort. Grâce à Kamina, il persistera à vivre à la surface et finira par s'y accoutumer. Kamina, connaissant maintenant lui aussi mieux la surface, partagera comme le philosophe dans l'allégorie son savoir avec les habitants des souterrains. Mais certaines personnes, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Cependant, Simon, lui, comprend pourquoi ces personnes souhaitent garder leur mode de vie, et je l'ai déjà mentionné un peu avant, c'est sur ce point très précis que les deux héros se distinguent l'un de l'autre. Si Kamina représente l'entêtement et la détermination, ce qui le pousse à ne pas comprendre ce ne prenant pas le même chemin que lui, Simon, de son côté, représente la raison et comprend les motivations de l'un comme de l'autre. Kamina le dit de toute façon lui-même, Simon est celui qui le ramène à la raison lorsqu'il va trop loin. C'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si, lors de la fusion de leurs deux mechas, Lagann, le mecha de Simon, représente la tête, la raison, et Gurren, le mecha de Kamina, le corps, la détermination. La jonction de leurs deux esprits comble leurs défauts respectifs. Kamina comble le manque de détermination de Simon, et lui raisonne ce dernier lorsqu'il va trop loin. Ce qui entre autres veut dire quelque chose, que Simon manque de détermination et de confiance en lui-même. Mais alors, si Simon a peur de rejoindre la surface, ne croit pas en lui-même et n'est pas très déterminé à lutter contre les ennemis de la surface, qu'est-ce qui l'a poussé à combattre auprès de Kamina? Et de même, qu'est-ce qui a poussé Kamina à vouloir sortir de la caverne? Essayons d'expliquer ça dans la prochaine partie. Ok, on a vu juste avant que les souterrains dans Gurren Lagann étaient une représentation des souterrains de l'allégorie de la caverne de Platon. Une zone de confort où règne l'enfermement et l'ignorance. La surface, quant à elle, représente la liberté et la réalité. Mais les souterrains dans Gurren Lagann, en particulier dans le village de Kamina, ne sont pas autant de zones de confort qu'on pourrait le croire. En effet, ceux-ci sont régulièrement victimes de tremblements de terre qui provoquent des éboulements et qui, par suite logique, provoquent des accidents. C'est justement à cause de ces tremblements de terre que Simon a perdu ses parents. Les habitants vivent donc dans la crainte perpétuelle d'être un jour ensevelis, mais ne veulent pour autant pas croire qu'un monde sans plafond existe. Ce que je veux dire par là, c'est que les habitants des souterrains, en rejetant toute idée d'un monde meilleur, se privent eux-mêmes de leur liberté. Kamina fait alors office d'exception. Grâce à son père, il sait que la surface existe et cherche désormais à la rejoindre. Mais pour quelle raison exactement? Pour rejoindre son père? Pas vraiment. On l'apprendra par la suite de la bouche de Simon. Kamina n'est selon lui pas venu à la surface pour chercher son père. Il était juste frustré de ne pas avoir pu l'accompagner. Donc déjà, on peut oublier cette raison. En réalité, sa raison, il a plus ou moins expliqué dans le premier épisode quand on voit le tremblement de terre. Il n'a pas envie de vivre dans la peur constante des séismes. Maintenant, relions tout ce que j'ai mentionné jusqu'à présent. Kamina adule son père, qui a rejoint la surface, mais dans sa jeunesse il en avait peur et ne l'a donc pas accompagné. Simon, en tant que reflet du jeune Kamina, a lui aussi peur de cette surface, mais lui a perdu ses parents dans les souterrains. Bon, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Si Kamina veut gagner la surface, est-ce que ce serait pas pour protéger Simon à la place de ses parents? Les deux sont similaires, mais l'un a perdu quelque chose que l'autre pense encore avoir à ce moment-là, des parents. Il est le seul qui peut le pousser vers l'avant maintenant que Simon est traumatisé. Dans tous les cas, les deux arriveront à rejoindre la surface puis découvriront le monde extérieur. C'est quand Kamina comprendra la situation à la surface qu'il décidera de lutter contre son destin. C'est pour cette raison qu'il volera un gunman ennemi. Sa détermination sera cependant mise à rude épreuve lorsqu'il découvrira que son père qu'il adulait tant est en réalité mort. Alors qu'on pouvait jusqu'à présent croire que c'était juste une grande gueule, la vision du squelette qu'il avait critiqué la veille lui fera comprendre la fragilité de sa propre vie, ce qui le fera paniquer. À travers la vision de celui-ci, Kamina prend conscience du danger qu'il encourt en suivant cette voie. Tout le monde a peur de la mort et Kamina n'y fait en réalité pas exception. Maintenant qu'il est lui aussi un orphelin, il comprend les inquiétudes de Simon. Alors que ce dernier avait peur de mourir à cause des séismes comme ses parents, Kamina a lui aussi découvert la peur d'avoir le même sort que son père.
Cependant, il a aussi conscience que s'il ne fait rien, c'est Simon qui sera en danger. Il accepte donc à ce moment-là qu'il mourra probablement, mais refuse que Simon subisse le même sort. À ce moment bien précis, il a compris quel était son objectif. Offrir à Simon, mais aussi à tous les enfants, un monde où ils peuvent vivre sans peur. À partir de maintenant, il combattra pour libérer les humains de leurs conditions. Maintenant, qu'en est-il des motivations de Simon? Ok, on a compris qu'il avait peur de la surface et qu'il souhaite juste retourner dans sa zone de confort, dans les souterrains. On sait que Simon a perdu ses parents à cause d'un séisme et que c'est à partir de ce moment-là que Kamina est devenue la seule personne qui comptait pour lui. Lorsqu'il comprend que les séismes sont provoqués par les hommes bêtes, il réalise que c'est en réalité eux qui ont tué ses parents. Au moment où il réalise ça, c'est cette fois la seule famille qui lui reste, Kamina, qui est en danger, encore une fois à cause des hommes bêtes. Simon va alors être poussé à les combattre pour deux raisons. D'abord par vengeance, parce que c'est eux qui ont tué ses parents, mais surtout parce qu'il a peur qu'ils tuent la dernière personne qui compte pour lui. Certes, il a peur de la surface et de ses dangers, mais il a encore plus peur de perdre Kamina. C'est justement ça qui va le motiver à combattre pendant cette première partie de l'œuvre. Pour autant, sa timidité et son relatif manque de courage sont un frein à son plein potentiel. Mais ça, on va le voir tout de suite dans la prochaine partie en parlant de la dynamique entre les deux personnages. On peut dire ce qu'on veut sur Simon, mais on peut pas nier que celui qui possède le plus de force dans l'équipe de Kamina, c'est lui. La plupart des premiers succès de la Gurren-Dan sont le résultat direct de son travail. Au départ, il s'appuyait fortement sur ceux qui l'entouraient pour l'inspirer à se battre courageusement, en particulier Kamina qui devait souvent convaincre Simon de rassembler le courage nécessaire au combat. Ces efforts lui ont permis de commencer à sortir de sa zone de confort, mais lui ont aussi mis la pression, parce qu'il devait sans cesse être courageux et se battre pour le reste de l'équipe. Il est devenu malgré lui le pilier de la réussite de la brigade. Cependant, Simon est encore un enfant qui a le droit d'être perdu et de ne pas savoir quoi faire. Celui qui le pousse alors toujours à aller de l'avant, c'est Kamina, parce que ce dernier doit lui montrer l'exemple pour le motiver. Il sait qu'il est la principale raison pour laquelle Simon reste à la surface, et comme on l'a vu précédemment, il est maintenant le seul qui peut lui faire office d'exemple. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire, mais ce serait oublier un élément très important. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ce passage? Ce que nous dit Kamina à ce moment-là, c'est que sa détermination à ne jamais abandonner, cette même détermination qui sert de modèle pour Simon, est inspirée par les actions de Simon. En fait, le comportement de Kamina qu'on nous montre depuis le début de l'œuvre a été forgé par son désir d'être à sa hauteur. Il n'est pas vraiment courageux, il fait juste semblant de l'être pour que Simon continue à voir en lui un modèle à suivre. Alors que tous ceux autour de lui affirment qu'il est trop mou pour réaliser quoi que ce soit sans les encouragements de Kamina, lui a pu voir le plein potentiel de Simon, et la plupart de ses actions ont été alimentées par son objectif de l'amener à atteindre ce potentiel. Il l'a lentement poussé à vaincre sa timidité à travers ses discours inspirants, son attitude à ne jamais abandonner, quelque chose que Simon viendra imiter plus tard. D'ailleurs, cette attitude à ne jamais abandonner, parlons-en. On le voit à plusieurs reprises dans l'œuvre, Kamina préfère mourir que d'agir contre son gré. Par exemple, il ne s'enfuit pas lors du tremblement de terre de son village, ou encore contre des ennemis pourtant bien plus forts que lui. Pourquoi il ne fait jamais marche arrière, même quand il est presque sûr d'en mourir? Est-ce que ce serait parce que pour lui, faire marche arrière reviendra à trahir ses principes? Peut-être que oui, mais essayons de creuser un peu plus. On a pu constater que même dans les moments les plus critiques, son optimisme et sa volonté de ne jamais fuir le danger font qu'il est arrivé à triompher des épreuves devant lui. Tout ça, est-ce que Kamina ne l'aurait pas fait pour pousser Simon à agir? Comme on l'a vu auparavant, c'est la peur de le perdre qui le pousse à combattre. Il prendra alors délibérément des dangers pour motiver Simon. Pour appuyer mes propos, quelques exemples. Lors du deuxième épisode, Kamina, face à une mort imminente, se fait sauver in extremis par Simon, qui va ensuite fuir. Kamina lui dit alors que sa vrille pointe vers les cieux, et qu'il ne doit pas l'utiliser pour fuir. Avec son comportement, Kamina a à la fois montré que Simon pouvait faire quelque chose par lui-même, et à la fois poussé à ne pas utiliser cette force pour fuir. Mais l'exemple le plus flagrant, c'est lorsque Simon demande à Kamina de prendre les commandes du Gurren Lagann lors du combat contre le Daiganzan. Ce dernier est visiblement satisfait de cette demande, et lui fait ensuite une confiance totale. Ce que j'essaie d'expliquer avec tout ça, c'est que derrière le comportement de Kamina se cache la volonté de pousser Simon à se surpasser. Il sait qu'il est capable de faire de grandes choses. C'est pour cette raison qu'il le pousse à croire en lui. De plus, quand Simon se met à douter, Kamina est toujours là pour le remettre dans le droit chemin. C'est de là qu'est née la fameuse phrase devenue par la suite un mème « Crois en toi car je crois en toi ». Ça peut paraître vachement bateau comme phrase, mais si on la relie à tout ce qu'on a vu jusque-là, ça s'explique plutôt facilement en fait. Étant donné que Simon manque de confiance en lui-même, Kamina le pousse à croire en la personne en laquelle il croit, c'est-à-dire Simon.
Quoi, c'est encore trop vague, c'est ça? Bon, faisons encore plus simple. Kamina sait que Simon manque de confiance en lui, mais qu'il est capable de faire de grandes choses. Pour le motiver, il fait en sorte d'être le plus inspirant possible et lui fait une confiance totale. Étant donné que Simon fait confiance à Kamina, c'est plus facile pour lui de croire en la personne en laquelle cette personne croit. Et cette personne, c'est Simon. Il fait confiance à Kamina, donc il se fait confiance à lui-même. Cependant, ces paroles cachent une motivation plus profonde. Kamina dit de croire en lui qui croit en Simon parce qu'il sait que Simon ne croit pas en lui-même. Mais en disant ça, son but est en fait de directement le pousser à croire en lui-même. Ces paroles sont là pour permettre à Simon d'évoluer jusqu'au jour où il n'aura plus besoin de Kamina pour croire en lui. Et ce jour, il finira malheureusement par arriver, ce sera celui de la mort de Kamina. Après tout ce qu'ils ont vécu, il sait que Simon est prêt et qu'il est temps pour lui de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que son discours changera lors de ses dernières paroles. À partir de ce moment-là, Simon, maintenant privé de son mentor, devra croire en lui-même et tracer son propre chemin. Mais sa motivation pour combattre, c'était la peur de perdre Kamina, non? Désormais que sa source de motivation disparut, qu'est-ce qui va le pousser à combattre? Allons voir ça dans la prochaine partie. Après la bataille du Daiganzan, Simon est, on peut le dire, au fond du trou. Sa culpabilité dans la mort de Kamina l'affecte à l'extrême. Mentalement brisé et déprimé, il devient de plus en plus hostile envers ses ennemis comme envers les membres de la Daigurendan. Dans un désespoir total et parce qu'il pense qu'il doit absolument devenir plus fort pour ne pas répéter ce genre de catastrophe, il essaye maintenant de copier Kamina. Kamina a pris les devants, Kamina ne se plaignait jamais, Kamina ne se défilerait pas. Plus qu'un frère spirituel, Simon a perdu le seul modèle qu'il avait. C'est pour cette raison qu'il cherche à devenir comme celui qu'il idolâtrait. Sa motivation qui provenait de la peur de le perdre ayant disparu, c'est maintenant la haine et la vengeance envers ses ennemis qui la remplacent. Ajoutez à ça le fait qu'il ne tient plus du tout à sa vie au point où même son propre mecha le rejette. Justement, ce rejet, il arrivera en plein combat contre des gunmen. La Gan étant incontrôlable, il tombera avec Simon dans un ravin. C'est alors dans une sorte de déchetterie des hommes bêtes que Simon fera une rencontre cruciale pour lui, la rencontre avec Nia. Ils n'auront cependant pas trop le temps de discuter, vu qu'un gunman les attaquera juste après. Même si la Gan ne lui répond toujours pas et qu'il est au plus profond du désespoir, Simon continue à vouloir protéger les autres, en l'occurrence ici Nia. De ses propres dires, il en a assez de voir des gens mourir. Tant que personne ne meurt, peu importe son sort. Même s'il dit ça, on voit quand même qu'il a peur de mourir, hein. Ce qu'il essaye de faire à ce moment-là est similaire à ce que faisait Kamina pour inspirer Simon, avoir l'air courageux. C'est Nia qui lui fera reprendre raison en lui disant qu'il avait le droit de fuir. Pas anodin quand on y pense. Rappelez-vous, fuir c'est ce qu'a toujours voulu inconsciemment faire Simon. En lui disant ça, Nia lui rappelle qui il est, ou plutôt qui il n'est pas. C'est justement sur ce point qu'elle va être d'une importance cruciale pour lui. Après son sauvetage, Simon lui expliquera l'importance que Kamina avait pour lui, qu'il n'arrivait à rien faire s'il n'était pas là, et comment elle a réussi à persévérer grâce à ses encouragements. Il est persuadé qu'il doit devenir comme lui afin de le remplacer en tant que leader de l'équipe. Nia lui fera cependant comprendre que celui qui a toujours essayé de le sauver, ce n'était pas Kamina, mais Simon. Elle est persuadée qu'il n'est pas un incapable, et qu'il peut très bien s'en sortir tout seul. Il ne faut pas qu'il continue à dépendre de quelqu'un qui est mort. Simon est Simon, pas Kamina. Il doit exister en tant qu'individu à part entière. Même si elle a raison, il a encore du mal à savoir ce qu'il veut faire. Mais les choses vont changer lorsqu'elle sera capturée et prise en otage par Guam. Les membres de la Daigurendan étant eux aussi emprisonnés, ils vont essayer de s'évader sans parvenir à faire quoi que ce soit. Ils se diront tous que si Kamina était là, il aurait pu faire quelque chose. Pourtant, à ce moment précis, celui qui était en train de creuser la roche que personne n'arrive à friter, ce n'était pas lui, c'était Simon. Ils ont alors été témoins de ce que Kamina a toujours vu en lui, un dos inébranlable qui ouvre la voie vers leur liberté. Grâce aux encouragements de Nia, Simon se rappellera des dernières paroles de Kamina. Simon, crois en toi, pas le toi auquel je crois, ni le toi qui croit en moi, crois juste en toi. En ayant pour motivation de la sauver elle et son équipage, il va faire le deuil de son modèle et suivre son propre chemin. Ce moment, ce sera le moment le plus important de son évolution, et peut-être aussi l'une des scènes les plus épiques de l'anime, la renaissance de Simon. Après ces événements, Simon sera désigné comme nouveau leader et la Daigurendan finira par vaincre le roi Spiral. Ce
ce qui fera rentrer Gurren Lagann dans sa deuxième partie. Mais avant de s'y atteler, analysons un peu ce qu'on vient de voir. Simon était trop dépendant de Kamina, alors que ce dernier avait pourtant compris qu'il était capable de faire de grandes choses. C'est pour cette raison qu'il le poussait à croire en lui-même. Même s'il était souvent celui qui inspirait Simon à agir et à prendre des risques, c'était Simon qui les mettait en œuvre et les réalisait. De par sa volonté de ne jamais renoncer, c'était en fait lui qui le sauvait tout le temps. Cependant, après la mort de Kamina, Simon avait perdu toute motivation. Sans aucune volonté de vivre, il ne faisait qu'essayer de le remplacer en l'imitant. La personne qui a pu le changer, c'est Nya. Elle est celle qui est parvenue à le redresser alors que les autres membres de la brigade n'en ont même pas eu le courage. C'est la seule qui a cru en Simon lorsque tout le monde l'a abandonné. Si Simon est celui qui croit en Kamina, Nya est celle qui croit en Simon, c'est son pilier émotionnel. Grâce à elle, au lieu de dépendre des encouragements de son modèle, il a commencé à puiser dans sa propre force intérieure pour surmonter sa dépression. D'ailleurs, petit détail qui a son importance, lorsque Nya voit les mains sales de Simon après son sauvetage, elle est heureuse et l'accepte ainsi. Ça fait un beau parallèle avec les filles de son village qui le trouvaient sale et répugnant. Ces filles ne faisaient voir que l'apparence de Simon, alors que Nya y voit son âme, l'âme d'un foreur. Maintenant qu'il s'est extirpé de Kamina, Simon va enfin pouvoir suivre son propre chemin. Allons voir où est-ce que ça va l'amener. Sept ans sont passés depuis la défaite du roi Spiral. La surface ayant été libérée, les humains vivent désormais librement. À la tête du gouvernement se trouve le commandant en chef Simon, devenu plus paresseux, tombé dans la monotonie de la bureaucratie. Ayant accompli le rêve de Kamina d'offrir à tous les enfants un monde où ils peuvent vivre sans peur, il souhaite désormais quitter son poste et faire sa vie avec Nya. Les choses ne vont cependant pas se passer comme prévu. Le jour où le millionième humain est né, les antispirales, une civilisation très avancée ayant pour but d'éradiquer toute forme d'espèce utilisant l'énergie spirale, va vouloir détruire la vie sur Terre en envoyant la Lune dessus. Cerise sur le gâteau, Nya avait en elle des gènes antispirales qui se sont réveillés lors du début de la phase d'extermination de l'humanité. Elle a donc été convertie en une forme de vie antispirale. Ayant perdu sa femme et pris toute la responsabilité d'avoir involontairement amené l'humanité à son extinction, Simon va se faire condamner à mort. Étant persuadé que Roshu est capable de sauver l'humanité grâce aux abris souterrains à l'Arc Gurren, il va accepter sa sentence et le laisser faire. Cependant, quand Nya lui apprendra que ce plan est voué à l'échec, il va comprendre qu'il est le seul à pouvoir sauver l'humanité et va donc reprendre les armes. Simon ayant réussi à empêcher l'impact de la Lune, les antispirales vont entrer en guerre directe avec les humains. Pour ce faire, ils vont rappeler Nya sur leur planète mère afin d'étudier ses données sur l'ennemi. Ayant toujours pour but de sauver l'humanité, Simon va aussi avoir pour intention de sauver sa femme. Apprenant par ses ennemis que l'énergie spirale qu'il utilise mènera probablement l'univers à sa perte, ce n'est pas pour autant qu'il va renoncer à son objectif initial. Comme il l'a toujours fait jusque-là, il se surpassera et surmontera tous les obstacles sur sa route. Même en sachant que la défaite des antispirales enclenchera aussi la disparition de Nya, il continuera à lutter pour le bien de l'humanité, jusqu'à arriver à battre ses adversaires dans un des combats les plus épiques tout animés confondus. Après la victoire de la Dai Gurren-Dan, Simon et Nya se marieront juste avant que cette dernière disparaisse. Ayant créé le chemin sur lequel les générations futures vont pouvoir avancer, Simon passe le flambeau à Gimi, puis quitte sa fonction de leader. Comme il avait accompli le rêve de Kamina, il essayera désormais d'accomplir celui de Nya, couvrir le monde de fleurs. Voilà comment se termine le parcours de Simon le Foreur. Alors, par quoi commencer? Depuis l'ellipse, on voit que Simon a quand même bien changé. Pourtant, il n'a pas cherché à devenir comme Kamina. Dans la partie 1, Simon n'avait que sa force et Kamina avait son charisme, qui sont tous deux nécessaires pour un vrai leader. Après l'ellipse, Simon a gagné les deux, faisant de lui un meilleur leader que Kamina. Alors qu'avant il avait peur d'aller au combat, il n'hésite maintenant plus et est même le premier à être sur le front quand la situation l'exige. Il a développé une personnalité hybride entre lui et son mentor. Il dirige la Dai Gurren-Dan avec la fougue que Kamina manifestait autrefois, sans pour autant l'arrogance et la témérité qui lui causaient des ennuis. Mais il a beau avoir bien évolué, ce n'est pas pour autant qu'il va être tranquille. En réalisant le rêve de Kamina qui voulait que tout le monde puisse vivre à la surface, il a fait progresser l'humanité jusqu'au point où elle est devenue un danger pour les antispirales, ce qui a enclenché le processus d'extermination de l'humanité. Alors que les gens considéraient jusqu'à maintenant Simon comme un héros, il est d'un coup devenu celui qui les a menés sur la voie de l'extinction. C'est très intéressant de voir comment l'opinion des gens peut facilement changer. Tout le monde remerciait Simon lorsque ça allait bien, mais dès qu'ils ont été en danger, ils se sont retournés contre celui qui les a libérés. Évidemment, personne n'était au courant que tout le monde courait à sa perte en continuant ainsi. Peut-on alors vraiment blâmer quelqu'un qui les a sauvés juste sous le prétexte qu'il y avait une éventualité inconnue qu'un malheur leur arrive plus tard? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve ça très hypocrite, mais aussi très humain. C'est le principe du bouc émissaire, faire porter la faute à une seule personne pour se dédouaner de sa propre responsabilité.
Le pire dans l'histoire, c'est que les vraies personnes à qui s'en prendre, c'est ceux qui veulent les exterminer, non? Les habitants s'en prennent aux déclencheurs de l'extermination, alors qu'ils devraient s'en prendre à ceux qui veulent les exterminer. Pareil, quand les habitations sont détruites par les Mugan, les robots bizarres là, les habitants ne s'en prennent pas à ceux qui les ont explosés, mais à ceux qui, malgré tous leurs efforts, ont échoué à les protéger. Je pense pas qu'il y ait besoin de trop réfléchir à tout ça. Ces exemples ne font que confirmer que Simon ne doit pas trop compter sur l'estime qu'ont les autres de lui, mais doit, à la place, comme l'avait dit Kamina, avant tout croire en lui-même. Dans tous les cas, Simon, lui, sait quel chemin il veut tracer. Si le dépassement de la limite d'1 million d'habitants représente l'arrivée d'un danger, il ne faut pas le subir, mais l'affronter. C'est ce qu'avait fait Kamina lors de la première partie dans le village de Roshu, lutter contre son destin pour un monde meilleur. Et c'est aussi ce que Simon va faire 7 ans plus tard dans cette deuxième partie. C'est dans cet état d'esprit qu'il va finir, par effet domino, à lutter contre l'ennemi le plus puissant de l'univers. Pendant la bataille, la Dai Gurren-Dan sera piégée dans le labyrinthe multidimensionnel. En gros, leur conscience est plongée dans un multivers. Dans une de ces réalités, Simon est aussi en compagnie de Kamina, mais il ne fait que se faire utiliser pour ses intérêts cupides. Ce Kamina, dès qu'il est face à une difficulté, abandonne et s'excuse au plus vite. Cette scène est probablement là pour montrer ce que Simon aurait pu devenir si Kamina avait été différent. Heureusement pour lui, lorsqu'il s'apercevra qu'il n'a pas sa petite vrille sur lui, Kamina apparaîtra devant lui et lui demandera s'il a perdu quelque chose. Parce que oui, si Simon cherche sa vrille, c'est parce qu'il n'est plus au courant de sa vraie identité. Le Kamina de cette autre réalité fait utiliser la vrille de Simon pour ses propres intérêts, alors que le vrai Kamina lui enseignait à l'utiliser pour se surpasser et transpercer les cieux. C'est pour cette raison qu'il lui demandera à quoi sert sa vrille. Simon se rappellera alors qui il est réellement et se reprendra en main. Une fois encore, Kamina le sauvera, mais ce sera la dernière fois. Son rêve était, certes, que tout le monde puisse vivre à la surface, mais son but ultime, c'était que Simon reconnaisse sa propre valeur, et c'est maintenant chose faite. Le sourire qu'on voit sur son visage, c'est le sourire d'un homme ayant réussi à accomplir son objectif. Il peut maintenant partir en paix. L'histoire de Kamina est désormais terminée. C'est maintenant à Simon de prendre les choses en main pour protéger l'univers. Mais le protéger de quoi exactement? Si vous avez suivi, vous devez savoir que c'est pour le protéger des antispirales, mais c'est pas plutôt eux qui protègent l'univers? Voyons ça de plus près. Les antispirales préfèrent voir leur monde ne jamais évoluer plutôt que de prendre le risque qu'il soit anéanti. Ils éradiquent toute forme d'évolution dans le seul but de préserver l'univers. Une question me vient alors à l'esprit. Si notre évolution nous mène forcément à notre perte, faut-il l'empêcher par tous les moyens? En gros, faut-il éteindre la braise avant qu'elle ne devienne un brasier consumant tout? Personnellement, j'y vois un peu une métaphore de la situation actuelle de notre Terre. Comme dans Gurren Lagann, notre humanité, en évoluant, se précipite vers sa propre extinction. Certes, notre Terre se portera très bien sans nous et l'univers ne cessera pas d'exister comme dans l'animé, mais pour nous, le résultat est le même, l'humanité disparaîtra. Faut-il alors stopper notre évolution pour notre propre bien? C'est un peu flippant de demander comme ça, non? Évidemment, j'ai pas la prétention de savoir quelle est la bonne chose à faire. Par contre, on peut essayer de rajouter de la nuance à tout ça. Pour cela, essayons un peu de comprendre ce qu'est l'énergie spirale. Elle nous est présentée comme une force de croissance et d'évolution qui anime tous les êtres vivants de l'univers. Cependant, c'est aussi une force capable d'être destructrice si elle n'est pas bien utilisée. Ok, activons nos neurones. Une force capable de faire le bien comme le mal, si elle est mal utilisée. Ce serait pas une allégorie de notre technologie? Comme l'énergie spirale, on peut grâce à notre puissance technologique réaliser des miracles, comme des catastrophes pour l'humanité. C'est la table à pétales. Ce que souligne Gurren Lagann, c'est que nos valeurs morales ainsi que notre éthique sont les piliers nous permettant d'utiliser cette puissance de la bonne façon. Les antispirales ont en réalité eu peur de cette puissance, c'est pour ça qu'ils y ont renoncé. Je peux comprendre cette résolution. Par exemple, si on a peur de tuer quelqu'un avec un pistolet, il suffit de ne pas y toucher. Le problème, c'est qu'ils imposent cette résolution à l'univers entier. En faisant ainsi, ils privent certes le monde d'un potentiel mauvais avenir, mais le privent aussi celui d'un meilleur. L'univers est infini, il existe donc forcément un monde où l'avenir est positif. Ce qui motive les antispirales, ce n'est pas plus la protection de l'univers que la peur d'échouer à trouver un avenir positif, et c'est là leur limite. Simon, lui, comprend que cette puissance, si elle est entre de bonnes mains, peut leur permettre d'empêcher la fin de l'univers. Comme pour nous avec notre technologie, il est possible d'éviter les catastrophes si ceux qui la détiennent possèdent des bonnes valeurs morales et éthiques. C'est pour cette raison que Simon luttera contre les antispirales, pour libérer les peuples opprimés et briser la stagnation de l'univers. Ok, on a compris ce qu'était l'énergie spirale, mais il manque un dernier élément à comprendre. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans cette analyse, selon Kamina, l'âme de Simon est une vrille. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On va terminer là-dessus. Kamina voit en Simon l'âme d'un foreur. Pas seulement quelqu'un qui creuse des trous dans le sens physique du terme, mais aussi quelqu'un qui creuse vers l'avenir. Mais qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres? Parce que bon, si on regarde de plus près, tout ce qu'il a accompli a été réalisé via le combat, non?
Quelle est la différence entre un combattant et un foreur? Avez-vous déjà vu Simon être content d'aller au combat? Non, n'est-ce pas? Parce que Simon n'aime pas le combat. Quand il doit combattre, c'est toujours pour protéger quelque chose. Au départ pour Kamina, ensuite pour Nia, pour les humains habitant sous terre, pour l'humanité, pour ensuite terminer sur l'univers entier. Simon le foreur ouvre les passages pour que les autres s'y engouffrent. Dit comme ça, on pourrait penser à l'assimiler à un guide, mais c'est pas vraiment le cas. Un guide montre le chemin que doivent emprunter les autres. Simon, lui, ne guide personne. Il détruit ce qui empêche les autres d'avancer, afin qu'ils puissent avoir un avenir. À la fois légataire des vœux des trépassés et des espoirs des générations à venir, il est la clé qui déverrouille la porte de l'évolution. Il n'est donc ni un guide, ni un prophète. Simon n'est rien d'autre que lui-même, Simon le foreur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Shizenken.